Bon, ben, je suis Père Noir depuis très longtemps. Je suis né à l'Île-sur-Sorgue, mais enfin, je suis été conçu à Perne quand même. Voilà, de vieille famille paysanne. Ben, je suis né 15 jours avant la guerre de 39. Voilà, j'ai encore des souvenirs de 45, 44, puis quand je suis rentré à l'école. En 40, je sais qu'il y avait beaucoup de neige. Il y avait des congères, au passage à niveau à Perne, il y avait des congères de 2-3 mètres de haut parce qu'il avait fait beaucoup de Mistral. Et j'ai une photo que j'y suis dessus. Et puis après, bon, il y a eu les années de guerre. Je me souviens à la libération en 1944 à Perne. Ils avaient pris les chevaux, ils avaient amené les chevaux chez mon père. Et nous, ma mère, je me souviens bien d'avoir vu des Allemands. Ma mère nous habillait comme mon frère. Et c'est resté dans ma mémoire de voir passer les gens en armes là. Et puis après, on s'était levé de devant. Et puis c'est là qu'il y avait eu des morts à Perne, mon voisin, puis d'autres. Puis il va y avoir bientôt 70 ans que je suis rentré à l'école, Louis Giraud, au mois d'octobre. Et je suis resté jusqu'à 53. À quel âge ça? À 14 ans, j'ai quitté. J'avais pas bien 14 ans. J'ai passé le certificat. Alors là, je me souviens, tous les maîtres qu'il y a eu, enfin tout ça, on était toute une équipe. À l'époque, si on était 200 élèves, entre les filles et les garçons, on ne devait pas trop plus. On était plus de 25-30 par classe, on était 4 classes, les filles à peu près pareil. La première année, j'y allais à pied, puis après, on avait pris la bicyclette. Seulement, on nous avait dit, ne traversez pas la nationale, il y a trop de circulation. Alors, on laissait les bicyclettes, ou chez l'Antelme, ou chez le père doublé. Comme ça. Et je suis jamais allé à la cantine, on retournait pour manger à la maison, puis on retournait à 2 heures. Alors, on n'était pas en retard, on suivait. À l'époque, vous habitiez où, la famille? On habitait au Terrado, à côté du passage à niveau. C'est la maison de mes parents, mes grands-parents, ça. À côté de la cave coopérative, voilà. Mais à l'époque, moi je me souviens, il y avait beaucoup de paysans, alors tous les gens qui passaient là. Souvent, je reconnaissais le bruit. Au début, il n'y avait pas trop de camionnettes, il y en avait très peu. Il y avait les chevaux, les mulets. Des fois, au bruit de la charrette ou du cheval, on connaissait qui c'est qui arrivait. Et tes parents, leur terre était dans le coin? À la maison, il y avait très peu de terre, il y avait pas bien 1 hectare. Et de terre, on en avait beaucoup ici, dans le quartier. C'était l'origine de la famille qui était au Grèce, dans les années 1780, à peu près, ils sont venus au Grèce. Et tous les jours, mon père ou mon grand-père partaient avec, il y en avait pour 20 minutes, demi-heure pour aller au champ. Après, il y avait la camionnette. Le tracteur. Ils ne laissaient pas les chevaux dans les cabanons? On avait une remise qu'on a encore là, auprès. On laissait les chevaux à midi. Là. Alors le soir, on les rentrait. Mais à midi, on laissait les chevaux. Et on remontait, on allait dîner en bicyclette, on avait toujours quelques vélos comme ça. Et jusqu'à 14 ans, quand j'ai passé mon certificat d'études, je ne sais pas si c'était en fin de semaine, enfin, au début, on est rentré, je crois que c'était un lundi, ça.
on est rentrés tous ce qu'on avait, on est rentrés à l'école. Et le maître, il nous dit, ceux qui veulent s'arrêter, ils rendent leur livre, ils partent. Alors, à l'époque, on était quand même quelques-uns de fils d'agriculteurs. On n'est pas resté à l'école. Moi, je me souviens, on est rentré à 9h. À 10h, j'avais retrouvé mes parents qui ramassaient des cerises au premier pont sur la route de Saint-Didier. Sans regret alors? Eh bien, c'était sans regret. Mais enfin, je devais avoir la vocation de paysan de petit, parce que j'ai toujours suivi mon père et mon grand-père avec les chevaux. Quand j'étais gamin, j'allais un peu avec mon grand-père garder les moutons. À l'époque, on avait peut-être 25 brebis, on les gardait dans les prairies, il y avait beaucoup de prés autour de la maison. C'est tout. Et puis, mon père a acheté le tracteur, j'avais 10 ans. Alors bon, je pourrais dire, jamais labouré avec 3 chevaux, je ne l'ai jamais fait. Mais on avait encore 2 chevaux et on faisait du binage, le coutret, la rascleuse, on coupait les prés avec la faucheuse. Et j'avais passion aux chevaux, moi j'ai toujours eu passion. Alors il y avait Papillon, il était de mon âge ce cheval. Il avait acheté à 6 mois en 39. Mon père était parti à la guerre. Et il avait remplacé les bêtes qui avaient été réquisitionnées. Il avait 3 mulets, et on les avait réquisitionnés. Et les 3 bêtes, ils s'étaient trouvés avec plus rien. Et ce cheval, j'ai appris à travailler avec lui. Alors, il ne m'a jamais fait du tort, mais il était coquin parce que quand je le commandais, souvent, il était long à partir derrière la charrue. Alors s'il entendait mon père ou mon grand-père, là tu pouvais tenir la charrue parce qu'il partait, mais moi je le commandais. Mais après on était bien, j'ai appris à travailler avec lui. Il ne m'a jamais fait de mauvaise manière. Et c'est là que la passion des chevaux a commencé, moi. Parce que ben, je l'ai encore, alors ça fait que... On les gardait jusqu'à quel âge des chevaux comme Papillon? Oh, ben on l'a gardé jusqu'à 18 ans, il était poussif parce que c'est un cheval qui avait beaucoup travaillé quand il était jeune. Puis on en avait un autre, Tango. Alors lui, il était né à la maison parce que à la Libération, mon père avait pris une jument de l'armée, qui finalement, après il avait acheté. Et qui avait fait 2 poulains, je me souviens bien, chez nous. Il y en a un qui s'appelait Favori, et le second, c'est Tango, l'on gardé jusqu'en 63, celui-là. Ah, il travaillait bien aussi, celui-là. Il avait des grands pieds, mais il filait droit. Mais les chevaux, ils travaillaient tous les jours, nous aussi. Puis on avait le tracteur pour faire les gros travaux. La bourre, les moissons, tirer la lieuse. La première fois que j'ai monté sur la lieuse avec les chevaux, c'est pour le patrimoine en 88. Mais là, j'aurais pas donné ma place, moi, pour... je sais pas. Et oui, mais tout ça, c'est une époque qui... Il y a eu la mécanisation. La guerre a beaucoup arrêté la mécanisation. Parce que bon, il y a eu une période qui manquait de tout. Et après, alors dans les années 50, fin 40, il y avait quelques tracteurs. Il y en avait quelques-uns avant la guerre. Mais c'était des tracteurs pas trop maniables. Et puis il y a eu à l'époque des motoculteurs, les Stob, les compagnies, là, toutes. Là, ça a été... Beaucoup de bêtes ont parti, là, des chevaux, des mulets. Et ceux qui n'étaient pas trop passionnés des bêtes ont acheté un motoculteur. Puis il y a eu les Ferguson aussi, les gris. Puis d'autres avec les gris, puis d'autres tracteurs, mais enfin, ça a été... Et puis il y a eu les camionnettes, parce qu'au début, il y avait une voiture, une camionnette dans les maisons. Il n'y avait pas de conduite, il n'y en avait pas beaucoup. La camionnette servait pour aller à la mer, des fois. Les tubes, les machines comme ça. Et une fois que l'on avait moissonné, la batteuse venait à la maison dans les granges ou non? Eh bien oui, alors la batteuse venait à Perne, je me souviens.
Jusqu'à 47-48. Après, on faisait sur place parce que il y avait beaucoup de main-d'œuvre, de transport, des voyages, tout. Et puis il n'y avait pas trop de place dans la cour. Alors tu faisais, à l'époque il y avait pas mal de blé, d'orge, un peu d'avoine. Et puis la batteuse, des fois il fallait attendre 8 jours, alors tu avais, ou 10 jours, puis ça le tas de blé, il faisait faire des soucis à mes parents. Puis après on a moissonné, alors à la remise, on moissonnait, on faisait les tas de blé sur les chaumes. Mais là c'était plus vite, le grain était plus vite ramassé, les gerbes étaient beaucoup plus vite ramassées. Et on a moissonné à la ligueuse jusqu'en 57. Alors ben là, on avait le tracteur, le Chalmer, qui est encore pour faire le patrimoine. Et après, les melons arrivaient, là, quand on avait, après le 14 juillet, on commençait à avoir des melons ici, jusqu'au 15 août. Là. Et puis, il y avait les tomates de conserve. Et puis, il y a beaucoup de choses, des cerises blanches. C'est toute une histoire, ça. Il y avait beaucoup de cerisiers à Perne. Il y en a qui avaient que 8 ou 10 cerisiers. C'est quand j'ai quitté l'école qu'on a commencé à les traiter contre la mouche, le ver. Parce que bon, les fruits confidables, tout ça, il y avait des asticots dedans. Et c'est là qu'on a commencé à traiter, mais à l'époque on mettait du DDT, il ne faut pas se faire des illusions. Alors on sulfatait avec la lance, on avait qu'une sulfateuse à moteur. On sulfatait 2 ou 3 fois ou 4 fois, c'est ça, dans la forme. Mais il y avait beaucoup de courtiers, il y avait beaucoup qui ramassaient le soir. Au début, les gens on les portaient. Il y en a qui n'avaient que 500 kilos, d'autres 50 kilos, mais enfin, chacun ramassait ce qu'il avait. Quoi. Et puis ça employait un peu de main-d'œuvre de Perne, tout ça. Parce que les jeunes, après l'école, ou même des femmes, allaient aux cerises, qu'elles ne sauraient peut-être pas aller à autre chose, au champ. C'est toute une évolution qui a changé. Et l'organisation un peu collective de l'agriculture, les jeunes agriculteurs, alors, après la guerre, il y a eu la CGA, la Confédération Générale de l'Agriculture. Après, c'est devenu la Fédération départementale des syndicats agricoles. Mon père en faisait partie, et il y a eu tout un tas de syndicats. Et quand je suis arrivé de l'armée, alors il y avait les jeunes agriculteurs qui étaient déjà, ça faisait au moins 2 ans qu'ils étaient installés, 2 ou 3 ans. Parce que c'est vrai que je suis parti 28 mois à l'époque, ça a changé beaucoup. C'était à quelle date que tu es parti là? Je suis parti en septembre 59. Et puis, j'ai fait 4 mois dans Bar-le-Duc, au Toul. Après, j'ai fait 1 an à Tarascon, puis j'ai fait 1 an en Algérie, du côté de Bono. Et alors? Eh bien... Quel souvenir de... Oh. J'ai eu de chance, j'étais infirmier, moi, je m'occupais du ravitaillement, je n'ai jamais trop eu... il y a eu des coups durs, mais enfin, ça n'a pas trop été... On s'est glissé de retourner. 28 mois, jamais ça finira. Il y a plus de 50 ans de ça. Sans permission, 28 mois? Ah non, mais quand j'étais en Algérie, j'ai pas eu de permission, je restais qu'un an. Mais après, ici, bon, j'avais des permissions. Et sinon, la vie des gens à l'époque, il y avait des fêtes, on observait les fêtes religieuses. Ben, ça dépendait, les fêtes religieuses, ça dépendait des familles, ça. Bon, j'étais enfant de cœur, puis il y avait le patronage. Le dimanche, ben, il y avait toujours, c'était le vicaire qui faisait ça, c'était l'abbé Girard à l'époque. Après, il y en a eu d'autres. Et il y avait le cinéma, ça c'était. Puis on allait dans la colline du Puy, c'était. Parce qu'il y avait
Et puis il y avait les fêtes religieuses, il y avait Saint-Marc. Saint-Marc, on faisait la procession. Le matin? Eh bien, oui, après la messe. Très tôt? Non, après la messe, à la grand-messe. On partait et on revenait à l'église paroissiale. On faisait le tour de Perne, là, une partie. Puis il y avait Saint-Roch aussi. Alors à Saint-Roch, tout ça, à l'époque, ici à pied, en jardinière, les voitures, tout ça. Puis on y allait 2 fois. Le jour de Saint-Roch et le dimanche d'après, quand on retournait la statue. Puis il y avait tout un tas de... Bon, il y avait fête religieuse, il y avait Noël, enfin tout ça. Ben, Noël, il y a eu quelques cérémonies de pastrage, mais très peu. C'était pas trop la mode à l'époque, ça, ici, surtout dans notre coin. Et puis il y avait il y avait les fêtes de quartier. Alors il y avait la fête de Saint-Marc et de Saint-Roch qui se passait dans le jardin de la mairie. Puis il y avait une fête au pont Notre-Dame, il y avait un bal, il y en avait une à Villeneuve, si je me souviens. Une à l'avenue de la Gare, où il y a le restaurant de la Gare, et il y avait, autrefois, il s'était fait un terrain de tennis là, avant la guerre. Là. Et je me souviens qu'il y avait le bal, là. Il y a des fêtes, il y avait quelques fêtes qui faisaient autour de Perne, là. Il y avait du monde. Et puis, à ce moment-là aussi, il y avait le bal de Garrigues, tout ça à Perne-Plage, parce que quand on dit de Perne-Plage maintenant, on te dit où c'est. C'était l'excavateur à Sudre, la route de Sudre. Je dis l'excavateur parce que quand ça a été creusé, il y avait une machine à vapeur, c'était un excavateur. Je ne l'ai pas vu, moi ça s'était fait quand ils ont fait le chemin de fer. Ils ont pris le gravier pour le ballast. Et après, il y avait les wagonnets qui menaient ça le long de la voie. Alors, il y en a qui étaient traînés par des chevaux, je ne sais pas. Et là, c'était les temps, après, il y a eu de l'eau, parce qu'il y avait beaucoup de... Ils en arrosaient à l'époque avec l'eau du canal, mais il n'y avait pas de tuyaux, c'était tout... Alors, il y avait des fioles qui tombaient dedans, et puis la nappe phréatique montait. Alors, il y avait surtout... dans les années 40, même au début 50, il y avait pas mal de prairies encore, et il se mettait beaucoup d'eau, et la nappe phréatique montait. Et c'est là qu'il y a eu même des joutes aussi, je me souviens qu'il y avait eu des joutes. Alors les années, je ne me rappelle plus, moi, là, parce que là, il y avait un restaurant, il y avait pour se baigner. Ah, c'était dangereux parce qu'il y a eu quelquefois des accidents, parce que l'eau était froide, donc il fallait... Et puis il y avait le canal pour se baigner, ça riverains, tout ça, ils allaient se baigner au canal. Nous on se baignait dans la fiole devant la maison, il y avait un bosquet là, puis après on se baignait dans le bassin de la Vianderie. La fiole, c'est l'eau de quoi? Et la fiole, c'était l'eau du canal. Aussi. Eh oui, c'était l'eau du canal qui allait, elle descendait, il y avait, parce que si je viens sur le canal, alors c'était à l'époque, on arrosait une fois la nuit et une fois le jour. Et il y avait un secteur de Perne où il y avait beaucoup de cailloux, tout ça, les gars, on arrosait aux 3 quarts tous les 3 jours. Et on avait un temps d'heure par surface, à la surface agricole. Et là, moi j'ai arrosé jusque dans les années 80, on a arrosé comme au début 80, on avait une carte. Et puis des fois on passait la nuit pour arroser. Une partie ça dépendait un peu. Alors, des fois il y en a qui prenaient l'eau avant, enfin c'était bon enfant, ça se passait. À la lampe électrique, alors? Eh oui, moi je connais la lampe électrique, mais plus vieux, ils y allaient avec une lampe tempête, soi-disant. Et oui, mais souvent, le soir, il y en a qui partaient en mobilette ou en bicyclette, celui-là, il va arroser. Et nous, on faisait la tour de rôle comme ça, moi je me souviens. Moi j'allais arroser les prés, alors c'était facile, il fallait attendre. Surtout on avait des prés qui n'étaient pas trop grands.
Seulement, il ne fallait pas que l'eau aille au bout, parce qu'autrement, tu noyais le voisin, et s'il y avait des fraises ou des haricots, c'était pas trop. Parce qu'on avait, à ce moment-là, on avait beaucoup de terres morcelées, tous les paysans. Nous, c'était assez groupé, mais on avait des terrains un peu partout. Et même, on n'a été pas des derniers, mais avoir des terres dans les estams ou dans les pâtis. Que c'était du terrain, ça, qui était communal, qui à la Révolution, en 1792, a été donné à chaque Pernois. Une éminée, 750 mètres carrés environ, au quartier de Paty, de Pramirail et de l'Estin. Ça avait été tout nivelé, on a fait nivelé cadastré. Et moi, je savais ça de famille, mais je suis allé, comme je suis un peu curieux, j'étais allé aux archives il y a quelques années. Et pendant 3 dimanches, dans l'église des Ci-Devant-Augustins, alors c'était la vieille chapelle des Augustins, à la Révolution, pendant 3 dimanches, ils ont tiré au sort. Il y avait autour de 3000 parcelles. Et dans une famille, si tu étais, à l'époque il y avait des familles un peu nombreuses, si tu étais 7 ou 8, tu avais 7 ou 8 parcelles. Seulement, comme c'était tiré au sort, ben, tu avais pas la même, chacun avait une parcelle éparpillée. Et sur les archives, enfin, c'est une anecdote, ça. Le 3e dimanche, ils ont fini à 2 h du matin parce qu'ils se languissaient d'avoir fini. Ces terres, elles étaient près des Sorgues, là. Ben oui, c'était les terres dans les estams, c'était l'alluvion qui appartenait, depuis le Xe siècle, je ne sais pas, qui appartenait à la commune de Pernes, qui était affermée en céréales, et puis ça a été donné alors aux Pernois, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le canal de Carpentras. C'est le moment où la pomme de terre s'est développée, et la Garance, c'était des terres fertiles pour ça. Et puis, après la moisson, on pouvait faire des haricots, parce qu'il faut se penser qu'on vivait un peu tous en circuit fermé. Et alors, après la guerre de 14, il y a eu beaucoup c'est les voisins qui ont pris de terre, tout ça. Mais il y en a eu encore, moi, nous, jusque dans les années 70, on en a cultivé une parcelle ou 2. Et il y avait beaucoup, moi je le sais de mon grand-père, le soir il se retrouvait 10-15 charrettes ou des jeunes ils avaient 5 km à faire pour revenir sur Pernes ou en dessus de Pernes. Ben, tout ça, ça discutait ensemble, ça faisait. D'après ce qu'on m'a dit. C'est là-bas que tu avais ressemé des puces pour un patrimoine. Ah ben c'est là, oui, alors. Après, on a refait, oui, c'était l'endroit qu'on faisait beaucoup de. À l'époque, après, ça c'est dans les années 20, il s'est fait beaucoup de puces. Alors qu'est-ce que c'est les puces? Alors c'est un plantain, la puce, le psyllium, qui sert, c'est purgatif, puis ça servait un peu dans l'huile alimentaire, je sais pas. C'est une plante qui ne perdait pas son pouvoir facultatif, que tu le gardais 7 ou 8 ou 10 ans. Et les rats, les souris, tout ça, personne ne le touchait. Il perdait que sa faculté germinative. Au bout de 2 ans, il fallait des graines nouvelles, quoi. Et ça avait été développé dans les années 20 par M. Terrasse. Et ça a été une récolte. C'était un peu. Les gens, si tu avais besoin de l'argent, eh ben, tu vendais de suite, sinon ben, tu mettais ça dans un couloir, hein, parce que je me souviens, dans les couloirs des maisons, il y avait des graines de haricots, les graines de puce au fond du couloir. C'était souvent comme ça. Et ça se conservait. Et puis on a refait, alors après ça s'est plus fait, il s'en fait encore un peu. Mais ça se récolte maintenant à la moissonneuse-batteuse. À l'époque, il fallait le couper à la faucheuse, le lever, enfin, il y avait tout un tas de. Et Brûlenière, alors ça se faisait ça. Saint-Saturnin, le Thor, Entraigues, voilà, tous ces quartiers, même d'ici dans les Palados, ils s'en eu fait, mais enfin, c'était une récolte. Alors,
Ouais, je l'ai connu, moi, quand, à son déclin. Et la Garance? Et la Garance, alors, la Garance, ben, la Garance, ça a fini dans les années 1870-75. Dans l'affaire de 2 ans, il y a eu le produit chimique et ils n'ont plus voulu le Garance. Mon grand-père ne l'a jamais vu cultiver, alors il m'a eu raconté, les anciens, ils disaient, ah, quand tu creusais la Garance, alors ça veut dire que maintenant, quand on dit aux jeunes, oh, nous, dans notre temps, on faisait comme ça, c'était pénible le travail. Toute chaque génération a amené un peu ce problème. Il faut dire que, alors, oui, les récoltes, puis il y a eu les melons à l'époque, les tomates, les fraises, parce que la fraise, ça a beaucoup compté sur Perne, dans les garrigues, tout ça. Quand à l'automne, là, maintenant, autour du 15 août, là, un peu avant, là, donc, maintenant, là, bientôt, il se levait une terre, que les melons sous vitre étaient finis, on faisait des haricots pour les ramasser. Alors, au mois de septembre, il y avait toute une technique. Et puis dans les années 68-70, il y a eu les plastiques qui sont arrivés. Alors là, ça a été une révolution parce que ça a changé complètement le mode de culture. Et on a fait des melons, des tomates, enfin, sous plastique. Enfin, on mettait du paillage. Après, il y a eu des tunnels, mais au début, c'était des paillages. Et puis, il y a eu les serres en même temps. Alors là, certains ont fait des serres, d'autres. Nous, on avait des melons en plein champ. Alors, on ne faisait plus garde d'abri passé un moment, parce qu'à l'époque, il s'était planté beaucoup de haies de cyprès ici. Et les haies de cyprès sont venus, plus qu'ils s'en est planté, c'est après la guerre de 14 jusque dans les années 50. Parce qu'on vous dit le cyprès, c'était, mais il y avait des buissonnades dans le temps. Beaucoup de mûriers, ça, parce qu'il y avait, dans le temps où nos grands-pères vivaient, il y avait la culture de verre à soie. Et il s'est fait beaucoup. Alors il y avait aussi les caniers, les cannes de Provence, les roseaux de Provence, là. Il y en a encore quelques-uns, mais il y en avait pas mal parce que ça servait. Les grosses cannes servaient de tuteur pour les tomates en picoté ou les rondes qu'on mettait. Et puis ça servait pour faire des abris. Et ça a duré jusque dans les années 70. Oui, après on a complètement abandonné ça. Alors il s'était planté de cyprès et les cyprès avec les serres, il y en a beaucoup qui se sont levés. Il y en a encore, mais souvent les terrains sont où il y en a encore, il y a beaucoup d'endroits qui a des haies de cyprès qui sont très proches, mais les terrains sont en friche. Et avec les serres, après on a cultivé, les serres on les a mis nord-sud. Parce que bon, c'était par rapport au vent, puis ça chauffait, enfin, tout. Tandis qu'autrefois, on cultivait de l'est à l'ouest. Parce que c'est pour être à l'abri du Mistral. Et on avait nivelé plus ou moins les terres de cette façon-là. Alors le nivelage, autrefois, ça se faisait, moi j'ai encore de vieux outils, mais enfin, le petit nivelage pour mettre d'aplomb, ils avaient une espèce de grande de traîneau là, qui prenait la terre, puis il la vidait après, il la prenait où il y en avait trop, il la vidait. Puis après il y a eu les entreprises. Tandis que maintenant, avec le plastique et le goutte à goutte, parce qu'il y a le goutte à goutte qui est sorti aussi dans les années 80, un peu avant, même avant, parce que le goutte à goutte, ben, d'abord, premièrement, on n'a plus besoin de carte du canal, on arrosait quand on voulait, bon, chacun on usait moins d'eau d'abord. Et ça servait pour les plantations, ça servait, tandis qu'autrefois, quand on faisait des plantations, il fallait avoir des tuyaux pour arroser les plantations, il fallait tout. Même plus vieux, le temps de nos parents, quand ils plantaient des tomates en pleine terre,
eh bien, ils envoyaient l'eau du canal dans les grandes terres un peu importantes. Et puis ils faisaient un trou tous les 20 mètres, un trou de 60 cm, ils remplissaient d'eau, puis avec l'arrosoir, ils venaient chercher l'eau pour planter. Mais ça, c'était selon le terrain. Et la commercialisation des tomates, des melons, comment ça se passait? Alors, bon, il y avait les expéditeurs. Presque la grande partie des expéditeurs, à l'origine, c'était les agriculteurs qui se sont... Parce qu'au début, ils vendaient à la commission, il y avait tout un système là. Et puis il y en a qui se sont installés du temps de nos grands-pères, nos parents, et ils se sont installés expéditeurs, ils achetaient, et puis il y avait des mandataires sur Paris. À Pernes, à ce moment, il y avait plus de 15 expéditeurs. Il y avait le marché à 10h15. Alors, je me rappelle qu'il était l'avenue de la Gare, puis après il a été à Cours de la République. C'était le marché hebdomadaire tout l'été, et puis il y en avait un à Monteux, il y en avait à Carpentras, il y en avait un, puis dans les années 62-63, il y a eu les marchés gares. Et même les petits marchés de Pernes servaient encore pour les fraises, les tomates, les melons. Certains étaient spécialisés sur le raisin, alors il y avait Comont, le Thor, beaucoup de pays qui avaient des vignes. Ici, il y avait un peu. Mais même à la gare de Pernes, il y avait des trains qui partaient, le dernier il partait tard. Moi je me souviens, quand on allait à l'école, ils avaient mis des projecteurs, ils avaient fait un hangar, un abri pour les wagons, et ils chargeaient que c'était nuit. Et ils chargeaient des raisins à ce moment-là, parce que pour Toussaint, parce qu'il y avait des gros verres à l'époque, il y avait tout un tas de raisins qui ne sont plus maintenant. Et à la gare de Pernes, les trains, ils en partaient au moins 2 ou 3 par jour. Ils allaient sur Carpentras, et après ils montaient sur Paris, enfin j'étais vers les Halles. Puis il y avait des groupeurs, alors c'était des gens qui étaient spécialisés là, ils étaient quelques-uns là, ils avaient 3 ou 4 ouvriers. Les expéditeurs arrivaient avec leurs camionnettes, ou leur camion, ils déchargeaient ça, c'était tout à la main, il y avait des plateaux, mais on chargeait tout à la main. Après il y a eu, maintenant il y a des palox, mais c'était tout à la main, il y avait beaucoup de main d'œuvre. Et quand ça arrivait presque l'heure du train, là, alors c'était la bourre, là, les expéditeurs. Et oui, ben, tout ça a changé après dans les années 80, ça a commencé 80-90, parce que puis pour la tomate, il y avait les usines. À Pernes, il y avait 2 usines à Pernes, une au Garrigue, ça faisait 3, qui liaient toujours ça, là, ils font des plats cuisinés, une au Valaillan, puis sur Monteux, Carpentras, et moi je me souviens, les tomates de conserve, je me souviens, je devais avoir, ça va être en 47, 48, on avait encore avec 2 chevaux, je me souviens, on avait 2 charrettes, partir avec mon grand-père, aller à l'usine des Garrigues, là-bas, on devait avoir 1500 kilos de tomates sur chaque charrette avec le chevaux. C'est une anecdote qui me reste dans la tête, ça. Et puis après, on portait tout. Alors, il faut penser aussi qu'on chargeait la manutention. Il y a beaucoup on chargeait du poids, parce que maintenant, vous avez les élévateurs, les palox, tout ça. Mais les caisses de tomates, on faisait 40 kilos, bon poids. Et les caisses de melon, c'est pareil, on faisait 35. Il y avait sur les camionnettes ou les camions, il y avait 3 rangs de caisses de melon, parce qu'on ne pouvait pas les empiler, parce que le melon, il y avait 3 rangées avec de la frisure, parce que les melons étaient emballés. Mais nous, on vendait au kilo, là, tandis que du temps de nos parents, puis avant la guerre, ils vendaient à la douzaine, les melons. Alors il ne fallait pas se tromper, parce que des fois tu perdais une douzaine. Oui, ça, et puis il y avait alors les syndicats d'approvisionnement, il y a l'Union, qui ça a été l'union de plusieurs, après la guerre, de 2 ou 3 particuliers. Et puis il y avait le syndicat agricole vauclusien,
qui faisait partie, je crois qu'il est venu à Pernes, je ne sais pas si c'est avant 14, il y a très longtemps qu'il en faisait partie, le syndicat vauclusien, parce que c'était les premiers syndicats de groupement. Et le blé, il y avait des marchands indépendants, il y avait la coopérative du Thor, qui existe toujours, et puis il y avait aussi l'échange de producteurs à la boulangerie. Il y avait la coopérative, la boulangerie de Pernes, là, puis nous, il y avait quelques boulangers aussi qui faisaient l'échange, on portait du blé. Il y avait le moulin Berthet à l'époque, et on portait le blé ce qu'on voulait porter, enfin, et pendant quelque temps, tu ne payais pas ton pain, tu payais avec... et le boulanger, ça le rangeait, enfin, c'était toute l'époque. Il y avait une coopérative, il y avait... Et puis il y avait les syndicats, alors bon, la CGA, qui s'est développée progressivement depuis après la guerre. Alors le syndicat aussi, quand il s'était occupé aussi à l'époque pour traiter les cerises, tout ça, là, ça se faisait un peu... il y avait aussi, quand ils se mettaient des fraises, les nouvelles variétés de fraises, tout ça, traitées, enfin, pas traitées, fraises qui arrivaient, de marchands de fraises qui spécialisaient. On a eu beaucoup de spécialisation. Parce qu'il faut penser qu'autrefois, ceux qui faisaient les maraîchers, au mois de janvier et février, ils préparaient leurs couches pour faire des melons ou les tomates. Et les couches qu'on appelait ça, c'était fait à l'abri. Et il y avait des vitres de 2 mètres, autour de 2 mètres 20, et avec on y mettait des paillassons, tout ça, et en 56, ça avait gelé là-dessous. Et après, beaucoup repiquaient leurs plants. Ah bon, après, il y a eu les serres dans les années 80, il y en a qui ont fait leurs plants, 70, 80, ils ont fait leurs plants eux-mêmes. Puis il y en a qui se sont développés, alors, spécialisés en faisant des plants qu'ils vendaient. Nous, on achetait les plants un pépiniériste. Voilà. Parce qu'on ne se met plus les melons, tout ça. Parce qu'autrefois, quand on était jeune, on les semait, on gardait. Regarde, tu as des gens qui avaient des jolis melons, dans la plaine en haut de Pernes, ça se changeait. Et bien, on allait chercher des melons, on a une caisse, parce que. Et c'était souvent des fendus de melons, parce qu'ils ne se vendaient pas. On s'en servait comme graines. Et la tomate, c'était pareil, il y avait beaucoup de choses, c'était comme ça. Les haricots aussi. Les haricots faisaient des graines. Et la sécurité sociale des agriculteurs, elle est apparue quand? Ben je crois que c'est après la guerre. Après la guerre. Oui. Alors il y a eu la sécurité. Ah, alors là, il y a eu... ça faisait la politique, ça. Parce qu'il y en a qui étaient pour, d'autres contre. Et puis nos femmes, nos exploitations, nos épouses, toutes nos mères, tout ça, mais elles étaient marquées sans profession. Et elles avaient droit à pas grand-chose après la retraite, zéro. Et on en a payé les conséquences jusqu'à maintenant. Après, bon, une génération, la nôtre, bon, se sont déclarés, enfin, c'était plus... Mais c'était dur, hein. Ah, mais ça va revenir trop cher, parce qu'il faut se figurer que dans les paysans, pour les faire changer, des fois, il y avait des mentalités que c'était comme ça. On vivait en circuit fermé. Alors, on avait, pour les ouvriers, tu payais, il y avait en cas d'accident de travail, il y avait une assurance à l'hectare. À la mutualité agricole, tu payais, selon les hectares que tu avais, tu payais un forfait pour les accidents de travail. Et alors, il y a quand même avant, moi je me souviens, il y avait, quand tu avais un ouvrier toute l'année, il était déclaré, bon ça dépend, en principe il était déclaré à la mutualité l'ouvrier, parce que bon, si t'arrivait un pépin, ou même pour lui, tout ça. Mais les occasionnels, c'était comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui ont changé.
les occasionnels, donc il y avait les fraisières, les fameuses fraisières. Eh bien, les fraisières, elles restaient un mois et demi ou deux. Et il y en a, celles qui venaient aux cerises de temps en temps, c'était, c'est comme ça, c'est... Alors, il y en a qui venaient, alors, maintenant, on va te dire qu'on a exploité. Il y a les Annamites, je me souviens, moi, quand j'étais gamin, ils étaient encore en Sorgue, mais ils venaient... Il y en a qui venaient en bicyclette, ils venaient travailler au champ pour ramasser des haricots, des petits pois, tout ça. Explique ce que c'est. Alors c'était des gens qui avaient fait la guerre de 39, qui n'avaient pas été rapatriés encore, qui étaient en camp, enfin, après il y en a beaucoup qui sont été rapatriés, puis certains ont fait famille ici, se sont installés. C'était des Vietnamiens, quoi, aujourd'hui. Oui, c'était des Vietnamiens, ouais. On appelait les Annamites, mais c'était des Vietnamiens. Oui, c'était le pays d'Annam. Oui. Et beaucoup de fraisières se mariaient bien, alors voilà, là il y a toute une histoire là, qui certainement, il y a eu avant la guerre de 14, mais beaucoup après. Alors il y avait des familles qui venaient d'Italie aussi, moi j'en connais quelques-unes qui venaient d'Italie, qui s'étaient installées avant la guerre de 14 après, et il y en a qui venaient d'Espagne aussi. Il y a eu... Et puis, alors il y avait les fraisières, elles venaient de l'Ardèche, de la Lozère, du Gard. Ben, il y avait des familles nombreuses là-bas, elles partaient pour un mois, en principe c'était un mois, des fois elles restaient. Et puis il y en a qui restaient une partie de l'année, puis ils ont trouvé des époux ici, souvent. Et même il y avait des hommes aussi qui venaient, qui se sont installés ici. Et les choses ont beaucoup changé. Mais les syndicats, il y avait le MODEF aussi, le syndicat, le mouvement de défense de l'exploitation familiale, puis il y avait la fédération départementale ou nationale des syndicats agricoles. Il y avait deux tendances, là, chacun de droite ou de gauche aussi, chacun, et puis il y avait ce syndicat avait pas mal d'adhérents. Et puis je me souviens, moi, le syndicat, il y avait le secrétaire qui était à la mairie. Il y avait le bon d'essence, parce que ça, quand il y a eu la motorisation, pour les tracteurs, les motoculteurs, on touchait de l'essence. Et c'était, alors à part le syndicat, il y avait tout un tas de... C'était plus facile. Et puis il s'est fait venir aussi, il y avait des plants de fraises, tout ça. Il y avait les CETA, Centre technique agricole, enfin c'était des gens qui étaient passionnés, alors c'était pas important. Ils étaient 7 ou 8 ou 9 ils essayaient de moderniser l'agricole, ils faisaient ils socialisaient dans certaines cultures, enfin, chacun. Alors il y en avait pour les arbres, il y en avait d'autres pour les fraises, d'autres, enfin il y a eu tout un tas. Et ça fait que tout ça, alors à Pernes, il y a beaucoup d'agriculteurs, je ne sais pas, il n'y en avait plus de 400, maintenant je ne sais plus combien ils sont, mais il y a beaucoup de petites exploitations de 2 hectares. Et ça a duré jusque... En gros, ça a fini presque dans les années 80. Après, ça a beaucoup changé. Il n'y a plus de suite dans les familles. Parce qu'autrefois, il y avait un peu de suite dans les familles de père de continuer. Et on dit que les assemblées générales des syndicats, de la mutualité sociale agricole étaient un peu des fêtes, c'est vrai? Oui, il y avait, oui, mais il y a eu... Oh, je me souviens, moi, des anecdotes, enfin, quand il y a eu les affaires, tout ça, oh, ça faisait un bruit terrible, on va prendre l'agriculture, ça va être tout capitalisé, ça va être tout... Enfin, il y a eu... C'est vrai que bon, les syndicats, bon, il y avait des manifestations à Avignon. Moi, quand je suis arrivé dans l'armée, on y est allé quelques fois, on a manifesté. Un jour, ça a chargé là-bas. Moi, j'avais tapé un coup dans le monoprix, on se levait de dos. Les manifestations agricoles ont toujours plus ou moins existé.
Et oui. Et le rôle de la politique agricole commune, en fait, ne s'est pas tellement fait sentir ici dans l'agriculture méditerranéenne. Ouais, quand même, oui, selon ce que tu faisais, oui, parce que c'était la grande culture, surtout. Bon, nous, on faisait un peu de grande culture. Moi, il y a longtemps qu'on faisait partie de la PAC, tout ça. Mais il y avait eu une chose aussi, pour faire partie, on était au forfait. Au réel, dans l'agriculture, la TVA aussi. Enfin, par arrêt de force, on est venu. Mais c'était pas trop dans la mentalité de nos anciens, ça, parce que... alors il y avait un peu de toutes choses, il y avait le crédit agricole, il y a longtemps qu'il y a perdu quand même. Je ne me rappelle plus les dates, mais je crois qu'autour de 1900 et quelques, là, il y avait... Et les agriculteurs achetaient du matériel en commun déjà, ensemble? Il y a eu quelques essais. De tout temps, il y avait un peu des essais. Donc les jeunes agriculteurs, on avait acheté un épandeur à fumier, on avait acheté un broyeur, enfin. Mais ça a duré, après, chacun a pris on en a eu un, enfin. Et autrefois, ça existait aussi dans nos parents, nos grands-pères, ça avait existé, parce que moi, j'ai des exemples d'un ventilateur dans la famille, il avait acheté à deux voisins. Et ça devait exister dans le temps. Parce qu'il y avait de l'entraide aussi, passé un moment. Maintenant, le soir, l'été, jusqu'à le soleil couché, il y avait des gens dans les terrains. Ah ben on faisait la sieste quand même, à part les moissons ici, bon, on ne pouvait pas trop faire la sieste pendant les moissons. Mais on n'allait pas ramasser des melons à 2 h de l'après-midi. On finissait le soir tard, la nuit, et le matin, de bon matin. Quand on allait travailler avec les chevaux, quand ils avaient fait 8 heures par jour, les chevaux, 9 heures, il fallait couper même la pente. Et puis après, il y a eu bon, la mécanisation, ça a apporté beaucoup de choses. Et puis alors, les fermes se sont agrandies. Il y a eu des voitures. Il y avait une voiture dans les maisons, il y en avait 2, et puis maintenant, il y en a une. Mais souvent, il y en a qui avaient une conduite, puis il y avait la remorque derrière pour aller au marché. Et puis après, bon, il se fait à des C4, ça en est coupé quelques-unes de C4, je me souviens, pour faire, c'était des conduites intérieures, conduites de C4. Il y avait un châssis, ils ont fait un plateau pour faire, c'était l'ancien charron qui faisait ça. Il ne faisait plus de charrette, mais il faisait des C4. Et le statut des agriculteurs, ils étaient propriétaires des terres ici, plutôt fermiers ou métayers. Oui, il y avait une bonne partie, mais il y avait quand même qui étaient fermiers. Métayage ici, il y en avait quelques-uns, mais très peu. Alors, une bonne partie des agriculteurs, ils étaient un peu propriétaires, un peu fermiers, ils avaient plusieurs, ça dépendait un peu. Nous, on a toujours été moitié-moitié, plus ou moins. Pas moitié, enfin. Ça dépendait un peu des exploitations, ça dépendait un peu. Alors Roger, malgré toute cette modernisation, comment ça se fait que tu as encore un cheval? Un ou 2? Ça c'est toute une histoire, ça vient du pédasse, comme on dit. J'ai toujours eu passion aux chevaux de trait. Et j'ai la chance que mon fils y a passion aussi. Alors on a toujours des chevaux de trait pour faire les fêtes maintenant. Et moi, j'ai toujours eu, j'ai jamais eu de motoculteur. Après on a acheté un tracteur enjambeur il y a 10 ans, 15 ans, d'occasion. Bon. Mais parce que c'est Jean-Claude, moi je faisais tout, les binages avec les tunnels, surtout des melons, avec le cheval. Moi j'étais sur place ici, c'était facile. Tu en as combien actuellement? Oh, ben, on en a 2, mais enfin. Il s'appelle comment ça? Ah ben il y en a un qui a 20 ans, c'est Mickey, ça, et l'autre il a 15 ans, c'est Pipo. Mais c'est tous des chevaux qu'on a dressés, nous. On les a pris à 6 mois. Et mon père il faisait pareil, en principe on dressait les chevaux. Mais certaines, alors,
quand mes parents à la guerre, ils avaient que des mulets. Mes grands-parents aussi, de l'autre côté, du côté de ma mère, ils n'avaient que des mulets. Et en 1939, ils se sont trouvés tous à pied. Ils n'avaient plus les chevaux, les bêtes toutes. Mais il y avait beaucoup plus de mulets quand moi je cherche un peu. Il y avait beaucoup plus de mulets autrefois que de chevaux. Et moi je suis allé à la mairie chercher des archives. À la Révolution, il y avait 60 chevaux de trait et 450 mules ou mulets. Et les bourricots, il y en avait peut-être 250, je ne sais pas. Il y en a toujours autant de bourricots, mais ce n'est plus les mêmes. Et il y avait, même à ce moment-là, il y avait une cinquantaine de paires de bœufs. Mais à ce moment-là, c'est comme l'élevage, il y a toujours eu un peu dans notre coin ici, selon les quartiers, quelques troupeaux de moutons. Alors il y en avait 2 ou 3 qui faisaient des transhumances, qui avaient autour de 300 bêtes ou 350. Et puis il y avait beaucoup de troupeaux de 50 ou 60 brebis qui restaient sur place, c'est d'abord ce que j'ai fait moi. Alors les troupeaux, ça te permettait, à la montagne, ça nettoyait la montagne, parce que quand on voit des collines de pernes pleines de pins, il y a 50 ans ou 60 ans, il y avait presque plein de pins. Autrefois, sur les collines, il y avait certainement beaucoup d'oliviers, puisqu'on retrouve encore des mattes. Mais il n'y a plus de troupeaux. Après, il n'y a plus de lapins aussi, la myxomatose, mais ça c'est autre chose. Et les troupeaux, ça te permettait de faire une rotation de culture. Bon, il fallait avoir passion parce que ben, tu étais pris. Bon. Moi j'avais de chance, il y avait mon père, puis après, quand on est parti, quand même, 8 ou 10 jours, ça ne nous empêchait pas. Parce que l'élevage, c'était des troupeaux de moutons, hein, parce qu'ici, des vaches, il y en a eu peut-être pendant la guerre, mais c'était pas trop la région, le secteur. Ils avaient des chèvres, les gens. Ça, je me souviens, quand j'étais jeune, on avait 2 ou 3 chèvres. Même j'en ai eu gardé une, il n'y a pas tellement longtemps. Il y avait eu dans les fermes, certaines fermes, d'ici dans le quartier, tout ça, il y avait de l'élevage de lapins. Nos grands-mères, jusqu'en 50, je crois que c'est en 56, 55, enfin, il y avait le myxomatose. Eh bien, ma grand-mère, elle avait 10 ou 12 mères de lapins, et beaucoup de fermes, c'était comme ça. Et il y avait 2 marchands de lapins qui venaient le mercredi à Perne, moi je me souviens, là, sous le café. Et quand tu avais, dans les fermes, quand tu avais des lapins à vendre, tu mettais un journal avec une canne de Provence dans le cyprès, et le marchand de lapins, il savait qu'il fallait aller chercher les lapins à cette ferme. Ah, ouais. Ça, c'est une anecdote. Et oui, ça faisait un peu d'argent pour les commissions. Il y avait à Carpentras, il y avait en Marchand beaucoup de... Il y en a qui avaient de volailles aussi, enfin tous. Oh, moi, je ne regrette rien. Après, il faut dire quand même que j'ai trouvé une femme qui était agricultrice, je n'ai pas parlé encore de ma femme. Parce que moi, je l'ai connue petite, ma femme. C'est dans les années 64 qu'on s'est connus, après, enfin, qu'on s'est fréquenté, 65. J'étais bien collègue avec son frère. Et bien, on s'est mariés. Une anecdote, Annie travaillait à l'école des Chênes. Et la première, quand il y a eu Marie-Noël, ben, elle a continué un peu, puis après elle est venue travailler au champ. Que les femmes de maintenant, elle aurait continué à travailler. À l'époque, ben, on ne le regrette pas, hein, parce qu'elle aurait eu une retraite plus importante que ce qu'elle est. Puis on a eu la chance de venir ici, dans cette ferme, en 68. Alors ça fait qu'on avait des terres tout autour. On est revenu à une ferme où il y avait mes ancêtres étaient métayers, parce qu'à l'époque, ils étaient ménagers. Et puis, on a eu l'occasion après d'acheter ça. À l'époque, les terres valaient plus que le bâtiment qui était vieux. Maintenant, ça a beaucoup changé.
Et puis, il faut dire qu'à Perne, depuis 60 ans, il s'est construit un paquet de maisons. C'est pas croyable. Alors, il y a des paysans qui étaient dans Perne, qu'ils ont fait construire, ils avaient une terre à l'extérieur, et ils ont fait construire à l'extérieur. Premièrement, au 19e siècle, au début du 19e siècle, ils étaient presque tous dans le village, ou alors dans les fermes isolées qui appartenaient aux nobles, comme ici. Et après, il s'est construit tout autour du faubourg de Perne, à la Croix-Couverte, tout un temps, l'avenue Louis Chabran, Toussaint, l'avenue de la Gare. C'est des paysans qui ont fait construire. Ils sont sortis de Perne, puis après, ils sont encore allés plus loin. Ben, il y a eu les moyens de transport, il y a eu, enfin, tout. Puis, ben, ils étaient sur place pour travailler. Puis maintenant, presque toutes les fermes, quand on a connu ce que maintenant, il y a encore des exploitations, mais enfin, c'est plus le même travail que ce qu'on faisait il y a encore 20 ans ou 25 ans. Ça a beaucoup changé. Alors vous en avez certains qui se sont spécialisés dans certaines récoltes. Il y en a d'autres aussi sur Perne, dans la plaine, ben, ils font que des céréales ou des fourrages. Mais alors là, il y a une rotation, ça se fait bien là, il y a quelques années, il y a une rotation de culture, ils se changent les terres pour faire une rotation de culture. Parce que tu ne peux pas venir toujours au même endroit, la même culture. Ça se fait pas mal, ça. Il y en a quelques-uns, tous ceux qui en ont beaucoup, et ils le font. Alors il y en a encore une paire de troupeaux, encore un ou deux troupeaux de moutons, ouais, et ils font des fourrages, tout ça, ça permet qu'après tu... Mais enfin, c'est plus pareil que... Et moi j'avais des moutons, on les portait à Perne à l'abattoir jusqu'à dans les années 70. C'était au boucher, c'était directement... Et oui. Alors maintenant, ben, la nouvelle agriculture, bon, moi je suis un peu dépassé, mais enfin quand même, il y a encore des jeunes qui en veulent et ils ont espoir. Hein. Ça change toutes les générations, il y aura peut-être... Parce que sans agriculture, on crève de faim, hein. Il ne faut pas se faire des illusions. Il y a peut-être une agriculture nouvelle, l'agriculture biologique qui est apparue. Oui, il y a ça aussi. Bon, il faut reconnaître que dans les années 60-70, ben, on nous a poussé à cultiver, enfin à produire, puis on n'avait pas assez d'eau sur le main et les maladies se sont installées. Maintenant, il y a des plantes qui résistent plus au milieu des fois que d'autres. Et ça dépend un peu, bon là, bon, il y a le bio qui se développe. Maintenant, on ne sait pas ce que ça va donner. Parce que bon, il y a les OGM, bon, je ne sais pas ce que ça... Il faudrait faire des essais. Peut-être là je me ferai... Enfin, il y a des choses, peut-être on arroserait moins, certains produits, ça résisteraient peut-être plus à certains... Enfin, ça c'est à étudier. Et il faut reconnaître que oui, il est passé un moment... Et on revient un peu comme faisaient nos grands-pères, ils faisaient un peu comme des petits marchés, là, les AMAP, tout ça, ça se faisait pas de la même façon, mais c'était local. C'était local. Alors bon... Enfin, moi, je ne regrette pas ce qu'avec ma femme, on ne regrette pas ce qu'on a fait. La famille va bien. On ne se porte pas trop mal tous. La retraite, ben, on fait avec ce qu'on a. Il y en a de plus malheureux. Il faut être content de ce qu'on a. Voilà. Puisque je suis bien, moi c'est dans les terres là autour.